Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine, où je parle des livres que je suis en train de lire ou que j'ai terminé de lire durant la semaine. Cette semaine, il y a donc 4 livres qui seront l'objet de quelques commentaires. L'un de ces 4, je l'ai terminé, un autre, je l'ai poursuivi, 2 autres, je les ai commencé, avancé de manière plus ou moins soutenue. Et donc, on va commencer par le livre que j'ai terminé cette semaine, j'en ai déjà parlé la semaine passée assez peu, il s'agit de Chevrotine de Nicolas Guignard et Pierrick Starsky, une bande dessinée tout à fait étrange, publiée chez Fluide Glacial, qui nous raconte l'histoire d'une étrange famille dont la mère, Chevrotine, a de nombreux enfants de pères inconnus, mais vous avez aussi parmi ces pères inconnus, quand même quelqu'un de connu, qui est un livreur, qui se retrouve dans le lit de la femme donc de Chevrotine, et puis il se passe plein de trucs vraiment bizarres, dans des tons qui pourtant sont très sobres, quasiment pas de couleur, un peu de rouge, là, une pomme sur la tête du livreur justement, qui joue avec les enfants, et un peu de vert dans les vêtements, et c'est quasiment tout, du gris, du noir, du blanc. Et pourtant, tout cela est exubérant. Mais d'une exubérance étrange, il y a un philosophe qui creuse, qu'il croise en chemin, une personne avec une sorte de blatte sur l'épaule, comme on peut le voir ici. Et puis, ces personnages vivent des aventures tout à fait hors du commun. Il y a un cosmonaute, mais il va y avoir une erreur au moment de l'envol de la fusée qui va exploser, mais quand même, le cosmonaute va revenir. Et puis, on se retrouve dans un village avec uniquement des vieux, et puis il y a quand même de la violence. Vous voyez ici, par exemple, les touches de rouge qui sont la mort de deux personnages, et puis ces personnages ne meurent pas vraiment. Enfin, il y a aussi une petite fille qui s'appelle Nope, mais qui est en fait la tante, je crois, ou la grand-mère, la grande-tante, je ne sais plus de tous les autres, là, et qui refuse de vivre plus que 8 ans, et à 8 ans, elle meurt à chaque fois, puis elle renaît, et on trouve un peu ces éléments-là, un peu de l'ordre du fantastique. Bref, ça part vraiment dans toutes les directions. Alors comment ça là, se termine, je ne vais pas tout à fait le dire. Ça se termine par une photo de famille, mais qui sont les membres de la famille les uns par rapport aux autres, c'est assez compliqué. Voilà la photo de famille finale. Donc une histoire complètement farfelue que j'ai beaucoup appréciée parce que j'aime bien quand ça part dans toutes les directions. Et là, on est satisfait de cela dans le sens où, en effet, tout ça est complètement incongru. Alors l'incongruité est aussi au cœur d'un roman que je suis en train de lire qui s'appelle Samouraï de Fabrice Caro. Fabrice Caro qui ne dépareille pas par rapport à ce que je viens de parler, de ce que je viens de dire sur la bande dessinée, puisque c'est un auteur de bande dessinée sous le nom de Fab Caro. J'avais parlé il n'y a pas longtemps de Zai Zai Zai, une de ses bandes dessinées les plus connues, et puis il est aussi scénariste pour les Astérix actuellement. Et il écrit donc des romans, et des romans qui ont aussi cet aspect farfelu, un personnage un peu mal dans sa peau, qui vit des moments difficiles. Il vient de se faire plaquer par sa petite amie et un de ses amis s'est suicidé. Et donc tout ça part de manière assez dure. Dans le même temps, ses voisins sont partis en vacances et il doit surveiller la piscine pendant qu'ils sont partis, ce qui va provoquer beaucoup d'angoisse chez notre personnage qui est vraiment un angoissé terrible. Et tout commence par une injonction de son éditrice, puisque notre personnage est lui-même écrivain. Il y a une sorte de mise en abîme ici, qu'on avait déjà d'ailleurs dans Zai Zai Zai,
où le personnage et l'auteur lui-même s'entremêlent. Il a peut-être un peu le même caractère, un peu timide, un peu impressionné par tout et un peu solitaire. Et puis on lui dit, mais écris un roman sérieux. Sauf que ce roman sérieux, il reste à l'état d'ébauche durant à peu près tout le livre. Enfin, j'en suis pas encore à la fin du livre, j'ai lu un peu plus que la moitié, mais à chaque fois, tout cela est raconté justement avec un sens de l'absurde et du comique, une mise en scène des maladresses de l'auteur, ou du peut-être un peu de l'auteur, mais surtout du personnage de Alan, qui voudrait écrire un roman sérieux, donc sur la guerre d'Espagne, ses grands-parents qui ont vécu cette guerre d'Espagne, et donc une grande fresque historique sur ce sujet-là. Alors que, bon, finalement, ce qu'il nous raconte, c'est comment ses amis essayent de le caser avec des femmes qui, chaque fois, ne lui plaisent pas trop parce qu'il n'a pas envie de se recaser. À ce moment-là, il est très bien tout seul, ou en tout cas, il ne souhaite pas de rencontre nouvelle. En fait, il a un peu l'envie de reconquérir la femme qu'il aimait, Lisa, qui est partie, là aussi, avec un personnage qu'il décrit de manière très méprisante, qui est un spécialiste de Ronsard. Et donc, il prétend que ce personnage ressemble à Ronsard, et il rêve que Ronsard et je ne sais plus quel autre auteur de la Pléiade, Baïf, si je ne me trompe pas, se battent dans un combat de boxe. Enfin, des choses complètement absurdes qui apparaissent. Et ah bah voilà le passage justement dont je parlais. La nuit suivant mes recherches sur l'universitaire, donc le nouveau mec de son ex, j'ai rêvé que Ronsard et Baïf s'affrontaient sur un ring, un octogone plus précisément. En réalité, je ne connaissais pas leur visage. Là, ils avaient vaguement les traits de Vincent Lindon et de Bernard Giraudot. Aux premiers échanges de coups, Ronsard a averti Baïf. On n'avait dit pas avec les pieds. Je me suis réveillé après cette phrase, sans même connaître l'issue de l'affrontement. Même mes rêves n'avaient pas l'énergie de mener le combat jusqu'au bout. Voilà un peu le ton de ce livre. Et puis il imagine alors des romans sérieux qu'il ne mène jamais à bien. Alors je vais peut-être juste retrouver un de ces scénarios de romans sérieux qu'il imagine. À propos de Notonect, voilà un mot que j'ai appris en lisant ce livre, c'est des espèces de bestioles vertes avec deux pattes, mais ce sont des insectes et deux pattes, enfin, quatre pattes qu'on ne voit pas, mais il y en a deux qu'on voit, et puis qui peuplent les piscines et qui surpeuplent la piscine qu'il doit surveiller. Un homme, voilà donc un roman sérieux possible, un homme et une notonecte, nouent une relation qui va s'intensifier au fil des jours jusqu'à devenir fusionnelle, un lien où va affleurer une certaine ambiguïté. Amour, amitié, nul ne le sait, mais un jour l'homme se réveille et trouve son compagnon gisant à la surface de l'eau. Il va devoir traverser une phase de deuil déchirante. Toutes ces certitudes sur le sens de la vie vont voler en éclats, un roman poignant sur la relation homme-animal, un roman d'amitié, de tolérance, de fidélité et de résilience. Référence Le Grand Bleu, Flipper le Dauphin, Belle et Sébastien, Brokeback Mountain. Bon, avec une sorte de critique comme on les a, tiens, il y en a une ici aussi à la fin. Fabrice Caro est probablement le mec le plus drôle du paysage littéraire français, Les Inrecuptibles. Et de temps en temps, il s'imagine interviewé par Claire Chazal ou par je ne sais qui à propos de son roman sérieux. Il en a déjà publié un qui n'a pas du tout de lecteur dans le livre. Alors Samouraï, il a au moins un lecteur, c'est moi, puis je crois qu'il en a eu pas mal. Donc voilà, je reparlerai de ça la semaine prochaine, parce que j'ai encore 2 bouquins à évoquer cette semaine, alors qui vont nous mener un peu plus loin dans le passé. J'ai continué, je suis presque à la fin du Décaméron de Boccace, ce recueil de 100 nouvelles, il m'en reste 2 à lire, qui chaque fois sont divisées en journées. On est donc dans l'Italie
Florence en particulier, du XIVe siècle, en pleine époque de peste. Et ces 10 personnages, 7 femmes et 3 hommes, vont se raconter donc des nouvelles, des histoires, chaque jour 10 histoires selon une impulsion donnée par l'un des personnages qui est nommé roi à la fin de chaque journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a une diversité de genres littéraires, on découvre aussi un peu la mentalité de l'époque. La semaine passée, je crois que j'ai parlé à un moment donné de féminisme, un peu de manière tout à fait anachronique, parce que j'ai remarqué que bon, il y avait peut-être un passage un peu féministe dans ce que j'ai lu, mais il y en a d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Au contraire, la place des femmes est assez compliquée, des histoires de vengeance notamment qui sont racontées, une histoire assez terrible, où un clerc va se venger d'une femme qu'il croyait aimer, mais qui, elle, avait un amant et ne voulait pas de ce jeune homme qui avait fait donc des études religieuses, et donc elle va le faire poireauter toute une nuit dans le froid, lui, il va mettre plusieurs semaines à s'en remettre, et donc il va finalement, pour faire revenir l'amant de cette femme, soi-disant, prétendre qu'il a un moyen de nécromancie, ou en tout cas magique. Pour le faire, elle doit se mettre toute nue sur une haute tour et faire des incantations, etc. Et en fait, il la plante sur une tour très haute, sans moyen de redescendre, en plein soleil, et puis elle se fait brûler jusqu'au 3e degré par le soleil qui la détruit, et elle a beau le supplier, lui demander pardon, il se comporte d'une manière extrêmement inhumaine, a-t-on envie de dire, envers elle. Elle s'appelle Hélène, cette femme-ci. Je suis bien sur la bonne nouvelle. Voici ce qu'on nous dit. La jeune femme, demeurée sur la tour, puisait un léger réconfort dans sa folle espérance, mais elle souffrait outre mesure et voulut s'asseoir. Elle se blottit contre la partie du mur qui projetait encore un peu d'ombre. Plongée aux plus amères pensées, elle commença d'attendre. Ses réflexions étaient entrecoupées de larmes. Tantôt elle espérait, tantôt elle désespérait de voir arriver le clerc avec ses habits. Son imagination vagabondait d'une fantaisie à l'autre. Vaincue par ses épreuves et sa dernière nuit blanche, elle s'endormit. Le soleil était déjà au zénith. Les rayons ardents, projetés d'aplomb, frappaient à découvert cette chair tendre et délicate, cette tête que rien ne couvrait. Ils étaient si forts que toutes les parties du corps exposées à l'air se rôtirent et se couvrirent même d'une foule de menues crevasses. La cuisson en fut telle que, plongée dans le sommeil, la dame fut contrainte de s'éveiller. La sensation de brûlure la fit quelque peu bouger. À ce moment, il lui parut que toute sa peau cuite s'ouvrait et se fondait comme un cuir séché de brebis que nous voyons craquer lorsqu'on le distend. Pis encore, elle souffrait tellement de la tête qu'elle eût pu croire qu'on la lui brisait. C'était dans l'ordre. Sur la tour, le terre-plein était si chaud que ni ses pieds ni le reste de son corps ne trouvaient position. Sans pouvoir demeurer en place, elle passait d'un endroit à l'autre en pleurant. Pour comble de malheur, pas la moindre brise. Une nuée de mouches et de taons la piquaient à vif si cruellement qu'elle croyait chaque fois sentir un dard s'enfoncer dans sa chair. Elle n'arrêtait pas de battre l'air des mains autour d'elle et ne faisait que jeter la malédiction sur elle-même. J'avais tourné 2 pages en même temps, donc je ne comprenais pas la phrase. Donc, sur elle-même, sur sa propre vie, son amant et le clerc. Cette chaleur incroyable et les rayons du soleil, les mouches et les taons, la faim moins cruelle que la soif, enfin 1000 pensées de désespoir. Tout lui est angoisse, tout l'aiguillonne et la transperce. Voilà une punition quasiment sadique avant l'heure de cette
femme. Donc il y a aussi une violence dans cette époque du Moyen-Âge qui n'est peut-être pas celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et puis des histoires d'amour où on se, on, on se moque de certains personnages. Il y a un personnage qui revient assez régulièrement qui s'appelle Calandrin, qui est un peu un naïf, de qui on se moque, souvent de manière qui aujourd'hui nous paraît cruelle. Et puis il y a des histoires d'amitié à la fin du livre, dans la dernière journée, qui sont là aussi assez intéressantes. Alors il s'agit aussi de deux hommes, deux amis qui aiment la même femme, mais elle est destinée à l'un des deux et l'autre l'aime plus, mais comme ils sont amis, il va pouvoir l'épouser en secret. Et au comment d'ailleurs on demande son avis à la femme elle-même. Voilà comment nous on réagit aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant dans le Décaméron, alors c'est des histoires intéressantes à lire pour le récit qu'elles racontent, pour leur diversité. Elles sont tantôt tragiques, tantôt comiques, tantôt nous apprennent des choses ou nous donnent des leçons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de la mentalité entre différentes époques. Et il me reste encore un tout petit peu à lire là-dessus, donc j'en parlerai encore un peu la semaine prochaine. Mais ça me permet surtout, cette idée de mentalité des différentes époques, de parler du dernier livre de cette semaine, livre que j'ai à peine commencé, donc je vais l'évoquer très rapidement. Un livre d'histoire, mais en même temps qui touche à d'autres aspects que l'aspect historique événementiel auquel on a l'habitude. Il s'agit de Georges Vigarello, Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Alors une histoire qui justement essaye de nous raconter comment nous avons changé, comment la question de l'hygiène du corps a évolué entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, ou 1985, qui est, je crois, la date où a été publié ce livre-là. Georges Vigarello a écrit plus tard sur d'autres sujets, sur les métamorphoses du gras, par exemple, en 2010, etc. Donc, c'est quelqu'un qui se spécialise dans cette histoire du corps, du sport aussi, je crois. Et c'est très intéressant, en tout cas le début est très intéressant, notamment les visions qu'on a de l'hygiène dans les temps anciens. Alors là, on parlait du Moyen-Âge, et notamment des temps de peste, qui est l'époque du Décaméron, mais même beaucoup plus tard, jusqu'au XVIIe siècle, où on se méfie de l'eau, on nous raconte des histoires, le bain n'est pas bien vu, on se baigne très peu souvent. Et donc, les choses changent. Par exemple, lisons un tout petit passage du texte pour voir que nous ne vivons plus dans le même monde. Les pratiques hygiéniques, et plus particulièrement celles de propreté, ne peuvent être envisagées sans la prise en compte de tels repères. Une eau pouvant pénétrer la peau suppose des maniements particuliers, parce qu'on pense que l'eau qui pénètre la peau va endommager les parties intérieures du corps. Il y a une porosité qui est mise en avant. Elle s'insinue, elle perturbe. Dans certains cas, celui au moins des hydrothérapies, le mécanisme peut être salutaire. En s'immergeant dans les bassins de spa, de Pougue ou de Forges, les baigneurs du XVIe siècle attendent bien une atténuation de leur mal. Le bain d'eau thermale, chaude comme le bain d'eau simple, ferait par exemple fondre la pierre. Montaigne ne soigne pas autrement sa gravelle. Ils peuvent aussi restituer quelque épaisseur aux organismes trop secs. Rivière y recourt pour les corps émaciés et amaigris. Ils agissent encore sur la couleur de la jaunisse, ils apaisent certaines congestions. Ils ne font ici que mélanger des liquides. Leur pénétration enfin peut à la limite corriger certaines humeurs acides ou vicieuses. Une telle pratique humecte beaucoup plus que tout autre médicament. Mais dans la plupart des cas, les bains menacent de rompre un équilibre. Ils envahissent, ils abîment et surtout, ils ouvrent à bien d'autres dangers qu'à ceux de l'air pestilent. Les toutes premières remarques sur les étuves et les transmissions pesteuses évoquent déjà des risques plus confus. Bains et étuves et leurs séquelles qui échauffent le corps et les humeurs, qui débilitent nature et ouvrent les pores, sont cause de mort et de maladie. Et donc,
un ministre qui s'était baigné n'a pas pu aller voir le roi pendant au moins toute une journée parce que justement il s'était baigné et que ça pouvait être dangereux pour lui, pour le ministre en question. C'est l'une des anecdotes qui est racontée dans ce début de ce livre, Le propre et le sale, de Georges Vigarello. J'en parlerai encore par la suite, puisque je l'ai à peine commencé, pour voir qu'est-ce qui va changer, comment les choses vont changer dans l'histoire donc de l'hygiène telle qu'elle va donc nous m'être racontée par cet auteur-là, en tout cas telle que je vais la lire bientôt. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur ces 4 livres-là. La semaine prochaine, il y en aura 3 parmi les 4 qui vont revenir. Il y aura sans doute d'autres choses, mais ça, gardons la surprise même pour moi-même. Et au revoir et bientôt.